Vamos a la playa, oh oh oh. Mais qu'est-ce que tu chantes bien? Bonjour Mike Perez. Bonjour Philippe. J'ai envie de vacances. Oui, je vais t'emmener en vacances. Je vais t'emmener sur la plus belle plage du monde. La chronique de Mike. La plus belle plage du monde, où se trouve-t-elle? Est-ce que c'est en Europe? Non. Non. L'Europe figure très très bien dans ce classement, mais là, il va falloir traverser l'océan pour aller découvrir la plus belle plage du monde selon le classement annuel qui est établi par TripAdvisor. Donc, c'est quand même une référence à ce niveau-là. Oui. TripAdvisor qui utilise les avis de millions d'utilisateurs. Hein. Donc là, c'est quand même un échantillon qui est quand même conséquent et important. C'est l'Isla de la Pasión au Mexique. Mexique. Qui est élue plus belle plage du monde pour cette année. Okay. Alors, elle est située au nord de Cozumel, dans les Caraïbes. Elle est réputée pour ses plages de sable blanc immaculé, ses eaux turquoises cristallines et son ambiance détendue. Et la Corona à la main. C'est le minimum qu'on attend de la plus belle plage du monde. Oui. Mais en Europe, il y a des très très belles plages. Hein. La Grèce notamment, hein, on le sait. Hein, il y a des très belles plages en Grèce. Ouais. Avec notamment la deuxième place qui revient à la plage d'Elafonici en Crète. C'est une plage qui est connue pour son sable unique aux reflets rosés et formé de coquillages broyés. Pour la Grèce, c'est un joli classement hein, parce qu'il y a 4 plages qui sont dans le top 24. Hein, TripAdvisor a fait un top 24. Il y a aussi la lagune de Balos en 3e position, Falasarna en 11e position et puis Paleokastrica en 14e position. Si vous connaissez, si vous êtes déjà allé, vous allez certainement confirmer effectivement ce classement. Donc globalement, l'Europe s'en sort bien. Hein. Il y a aussi la plage de la Pelosa en Sardaigne. Oui, la Sardaigne, c'est magnifique. Il y a la plage de Falesia au Portugal. Il y a la Pelosa et la Spiaggia dei Conigli en Italie. Il y a des plages en Espagne aussi. Maspalomas aux Canaries qui arrive en 20e position. Et puis la Corse, tu faisais mention, qui figure aussi dans ce classement. C'est assez marrant parce que les plages iconiques connues dans le monde entier, dont tu entends toujours parler, je pense évidemment à Ipanema au Brésil, qui est juste à côté de Copacabana, à Bondi Beach en Australie, c'est des plages qui figurent parmi les plus belles, mais qui ne sont pas dans le haut du classement, tu vois, parce que peut-être qu'elles misent un peu trop sur leur réputation et qu'elles ne seront peut-être plus autant soignées ou préservées. C'est ce que j'allais dire en fait. Il faut en prendre soin de ces endroits. C'est un des problèmes. Et puis aujourd'hui, on arrive à découvrir et à faire découvrir surtout des lieux qui étaient peut-être un peu plus secrets jusqu'à maintenant et qui finalement méritent le détour. Donc allez à la Isla de la Pasión au Mexique et vous nous en direz des nouvelles. Oui. Votre rubrique basketball avec Swish et David Glaser. Bonjour David. Bonjour Philippe. David, aujourd'hui tu nous parles des Lions de Genève et d'un homme en particulier. Oui, Thierry Moreno, le président des Lions, et on l'appelle Morax. Un autre Morax à Genève, alors Eh oui, je vais te le dire, un Morax comme ça, c'est l'archétype du copain qu'on aimerait tous avoir. Vous êtes tous un peu les mêmes en fait. Un homme humble qui est arrivé dans le basket presque par hasard via un sponsoring en 2015, 5 ans après la fondation du club. Parce que les Lions, c'est un club récent. 2010, fusion entre les Devils et MGS, Meiringen ça connaît, un club jeune, mais qui s'est vite installé dans l'élite du basket suisse en Ligue nationale. Et ce Thierry Moreno, c'est qui exactement? Un Genevois pur cardon, donc forcément mélangé, moitié gruyérien, moitié franco-espagnol, mais le sang, lui, est bien rouge et jaune. Il habite à Vuzy et dans la vie, c'est un aigle de la logistique. Son entreprise NV Logistics est basée à Cointrin sur le site de l'aéroport. Et en tant que président, il a réussi son entrée? Le sens du timing parfait. Première saison à la
présidence, doublé coupe championnat. Tu arrives, tu gagnes tout, difficile de faire mieux comme carte de visite. Sauf que cette saison, ça s'est un peu moins bien terminé. Hein. Oui, les Lions ont retrouvé la finale cette année, mais ils sont tombés contre Fribourg Olympique, la grande puissance du basket suisse, du moment mais aussi dans le temps. C'est une défaite bien sûr, mais il faut voir le verre à moitié plein. Genève tient tête à l'ogre fribourgeois et s'affirme comme un vrai prétendant au titre, saison après saison. Au nombre de trophées, les Lions se hissent parmi les équipes d'élite du sport collectif genevois. Et la suite, c'est quoi? Une revanche? Une revanche sportive, sûrement, mais le vrai chantier de Thierry Moreno, c'est ailleurs. Genève a besoin d'une vraie salle de basket plus grande, plus ambitieuse. Il a déjà repéré le terrain, au Grand Saconnet. Mais tu connais Genève, tout prend du temps sur cette terre promise du basket suisse. La patience sera son meilleur allié. On m'a dit qu'il avait un autre talent caché, ce monsieur. Oui, improvisateur théâtral. Ça aussi, c'est dans le clan des Morax, n'est-ce pas? Et ça se sent dans sa manière de présider. Il a transformé le club en une proposition à la fois sportive, sociale et sociétale. Son truc, c'est de donner du plaisir aux fans, aux bénévoles et bien sûr aux sponsors. Et avec quels moyens? Un budget d'1,5 million de francs, c'est modeste face à Fribourg, mais avec des choix malins, Genève avance à pas de loup avec un cœur de lion. Belle formule pour conclure. Merci David dans tous les cas. Merci Philippe et rendez-vous en finale pour Genève l'année prochaine, qui sait, cette fois pour la gagner certainement. Eh bien on l'espère pour lui et pour eux, évidemment. Merci David, à très vite et on vous retrouve bien évidemment en podcast sur Formida Plus. Les sujets de Mike. Excellente journée, merci d'être avec nous. Mike Perez nous a rejoint pour nous parler à sa manière de gastronomie, enfin des restaurants. Oui, c'est plus de la statistique en fait. Une statistique. C'est de savoir en fait les Suisses quand ils vont au restaurant, qu'est-ce qu'ils vont manger et qu'est-ce qu'ils apprécient. La chronique des Mike. À table. Allez, on parle de gastronomie et de statistiques liées au restaurant en Suisse avec Mike Perez. Ouais, toi, quand tu vas au resto, tu privilégies quoi? Alors, comme cuisine, hein, comme type de cuisine. Hein, je parle pas forcément du cadre ou autre. Tu vas pour manger quoi? Moi, j'aime bien manger. Je suis un viandard. Moi, j'aime bien la viande. J'aime bien ce genre de choses. Voilà. Je sais pas si ça répond à la question. Oui, ça répond à la question. Alors, tu fais pas partie de la majorité des gens en fait qui disent que eux, ce qu'ils préfèrent aller manger au restaurant, c'est la cuisine italienne. Ah oui, alors bien sûr. C'est numéro 1, incontesté. Ouais, il y a 80% des Suisses qui citent la cuisine italienne comme étant leur cuisine préférée quand ils doivent choisir un restaurant. Que ce soit pour aller manger des pizzas, des pâtes ou des spécialités italiennes, peu importe. Hein. C'est vraiment la cuisine italienne qui tient le haut du pavé. Et c'est pas pour rien qu'effectivement, partout où tu vas, tu trouves des restaurants italiens en Suisse romande, même dans les moindres recoins. Ensuite, il y a la cuisine suisse quand même. Hein. Les gens, ils aiment bien aller au restaurant pour manger, que ce soit des fondus, des rösti ou le papé vaudois. Voilà, ou les filets de perche. Les filets de perche, ah oui. Qui sont aussi quand même une spécialité de chez nous. Donc, il y a aussi du lac, ça va. C'est juste après la cuisine de quel lac, ça c'est encore une autre question. Juste après la cuisine italienne, on retrouve la cuisine suisse et puis ensuite la cuisine méditerranéenne et puis un peu plus loin, on retrouve la cuisine asiatique parce que les gens apprécient aussi effectivement d'aller manger la cuisine asiatique. Et tu sais qu'en fait, la cuisine française, elle arrive un petit peu plus loin au classement. Les gens ne sont pas forcément des férus de cuisine française en Suisse. Alors peut-être aussi parce que on privilégie peut-être la France. Si on veut manger de la cuisine française, on va plutôt en France. On traverse la frontière et puis on profite effectivement à ce moment-là des spécialités culinaires françaises, et Dieu sait s'ils en ont, pour aller manger dans ce type de restaurant. Donc voilà, les Suisses restent quand même, on va dire, relativement traditionnels, parce que c'est pas une surprise de voir la cuisine italienne en tête, devant la cuisine suisse et ensuite la cuisine méditerranéenne. Ça, on va dire, ça correspond finalement à ce à quoi on pouvait s'attendre à ce niveau-là. Je suis d'accord. Et ensuite aussi, il y a aussi un petit élément intéressant dans cette statistique, c'est que les Suisses, ils préfèrent aller manger au resto le soir. Tiens.
Voilà. Alors peut-être parce qu'effectivement, est-ce que tu considères que le midi c'est plus pour vite manger un petit truc, puis que c'est pas forcément, c'est presque une obligation entre guillemets, hein, c'est parce qu'il faut manger. Le soir, ouais. Voilà. Le soir, tu y vas plus effectivement en mode loisir avec des amis ou des choses comme ça. Ouais. Donc on va plus volontiers le soir au restaurant qu'à midi. Et puis après, on dépense en moyenne en Suisse, c'est vraiment une moyenne. On dépense en Suisse entre 40 et 60 francs par personne, boisson comprise. Ça c'est vraiment la statistique qui le dit. Et puis, dernier chiffre, c'est que 2/3 des gens vont au restaurant avant tout pour partager un repas en famille, entre amis, pour passer un bon moment. Il y en a la moitié qui vont aussi juste pour passer un moment en tête-à-tête avec leur conjoint. Ça, c'est aussi des moments importants. Bien sûr. Et puis, dans un tiers des cas, on y va aussi pour fêter un événement, un anniversaire ou quoi que ce soit. Donc, la notion, effectivement, d'aller au restaurant, on se rend compte que au-delà de savoir qu'est-ce qu'on va manger, quel type de cuisine on va manger, c'est avant tout un moment de partage. On n'apprend rien, je ne vous apprends rien, mais les chiffres le confirment. Bonjour Vanille. Bonjour Philippe, bonjour à tous. La chronique de Vanille. La chronique de Vanille. Et on parle de quoi Vanille aujourd'hui? On va parler d'une initiative positive et intelligente, Philippe. Ça fait du bien, non? Ah bah... À qui le dites-vous? On a besoin de bonnes initiatives. Je vous vois, hein, t'as vu. Alors bien sûr, on parle de vin. Hein. Oui, parlons de vin. On parle beaucoup ces derniers mois de la crise du vin suisse, des ventes qui ralentissent, des caves qui débordent et même de certaines régions qui réfléchissent à l'arrachage des vignes et certains qui passent même à l'action. Et en Valais, il y a une petite cave familiale qui a décidé de prendre le problème à l'envers. Puisque aujourd'hui, ceux qui sont concernés par l'arrachage des vignes, ce sont les petits vignerons indépendants qui cultivent leurs parcelles toute l'année, qui vendent ensuite leurs raisins à une cave et puis une fois la vendange livrée, leur rôle s'arrête là. Le problème, c'est qu'ils s'en sortent plus, donc la solution, c'est arracher. Et la cave familiale Roux propose un modèle différent. Elle propose de racheter la récolte au mètre carré, de vinifier le vin. Pardon, j'ai un petit mail qui vient d'arriver. Félicitations. Ah, tiens, une facture. Et surtout, elle propose donc cette cave aux vignerons indépendants de les réintégrer ensuite, après la vinification du vin, dans la vente de leurs bouteilles. Concrètement, chaque vigneron partenaire pourrait toucher une commission sur les bouteilles qu'il contribue à vendre. Autrement dit, il est rémunéré une première fois pour son travail dans la vigne, puis une deuxième fois s'il participe à faire connaître et vendre le vin. Et je trouve que cette idée, elle est particulièrement géniale parce qu'elle remet le vigneron au cœur du projet, elle le transforme en ambassadeur de sa propre production. Et dans une période où la filière cherche des solutions pour éviter l'arrachage des vignes, cette petite initiative valaisanne a au moins le mérite d'apporter une idée nouvelle, faire du vigneron non seulement un producteur, mais aussi un acteur de la réussite commerciale de son vin. Et je trouve ça génial. C'est effectivement une idée assez positive et très très bien. Merci pour cette info. Mais avec plaisir, Philippe. À table. Les coups de cœur, gastronomie. Les coups de cœur, les coups de cœur. Et sans plus attendre, on retrouve Knut Schwander. Bonjour Knut. Bien le bonjour. Partez à la découverte des plus belles tables des Suisses romandes. Moi, je vous emmène à un endroit qui s'appelle la Terrasse. Alors, vous me connaissez depuis longtemps. Vous savez que j'ai un petit côté nostalgique. J'aime les vieux hôtels, ces endroits qui ont une belle façade. Alors voilà, l'hôtel Alpes et Lac se trouve juste en face de la gare de Neuchâtel, avec une petite tourelle, avec une belle façade néo-renaissance, une magnifique terrasse au sud. Terrasse qui abrite un restaurant, la Terrasse. Pas très original, mais efficace. Facile à se rappeler au moins. Exactement. Oui. Et puis, eh bien, cette terrasse, elle est bordée de pilastres à l'ancienne. Et contrairement à ce que mon introduction pourrait laisser penser, ça n'est pas du tout un endroit compassé. C'est une belle terrasse vivante, avec aussi à l'intérieur, elle est prolongée à l'intérieur évidemment parce que il fait, comme je le disais, pas toujours beau, mais l'intérieur c'est une belle salle vaste et moderne qui est ouverte et bien sûr
la terrasse et le lac. Et comme on est en face de la gare, alors je ne sais pas si vous connaissez Neuchâtel, mais Un petit peu. la gare de Neuchâtel est en hauteur, donc c'est juste prodigieux. La vue est magnifique. Ouais. Et puis, dans ce restaurant, la terrasse, eh bien, il y a un chef qui s'appelle Daniel Aérès et qui avant œuvrait à Yverdon, à la Prairie notamment, et qui est un chef plein de talent, qui fait donc là une cuisine extrêmement soignée, extrêmement graphique, des beaux plats qui font plaisir. C'est pas du tout hors de prix, c'est pas du tout excessif dans la démarche, donc on part pas dans des délires, mais c'est vraiment une cuisine qui a une signature, c'est une cuisine qui est colorée, qui est de saison. Oui. On mange donc des choses, des assiettes qui sont belles, graphiques et très gourmandes sur la terrasse qui est, je pense, en tout cas l'une des plus belles terrasses de Neuchâtel.